On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elles ont remporté la compétition du Startup 54 Chrono. C'est la brigade éducative. On vous les présente dans quelques instants. Mais d'abord, il est conseiller municipal dans un district où il y a un aéroport et ça a l'air que ça fait du bruit. On reçoit François Rouget. Depuis le début de la présente saison, on reçoit à tour de rôle les différents conseillers municipaux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme on le fait une fois par année à l'automne, question de parler des enjeux un peu plus micro, les enjeux de quartier, les enjeux du district. Avec nous aujourd'hui, le digne représentant de Saint-Edmond-Saint-Lucien, François Rouget. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et probablement que si je recule dans nos archives des dernières années, voire de la dernière décennie, le bruit à l'aéroport demeure toujours un enjeu perpétuel, où il semble avoir très peu ou pas d'amélioration d'une année à l'autre. Évidemment, ça devient un irritant. La semaine dernière, on recevait d'ailleurs Raymond Boucher, qui est le président du comité Vigilance Aéroport, puis qui habite évidemment dans le quartier. D'un point de vue politique, d'un point de vue municipal, pour vous, le dossier, il est rendu où aujourd'hui? Le dossier a avancé, c'est certain. C'est sûr que c'est... On parlait plutôt de bureaucratie. Hein? Il y a de la bureaucratie à effectuer pour se rendre au but qu'on va avoir, c'est-à-dire avoir du répit à l'aéroport. C'est notre but principal. On avait justement une réunion hier soir, là, de 4 à 6h30 à peu près, avec M. Boucher, entre autres, et tous les intervenants au niveau du climat sonore à l'aéroport. Donc, on essaie de trouver des façons de faire, etc. C'est sûr qu'il faut passer avec ce qu'on appelle pas un formulaire, mais il faut passer une certaine étape avec le ministère des Transports. Donc, là, on a fini notre étude de bruit. On vient de donner les derniers commentaires à la firme pour voir comment on peut s'ajuster avec cette étude-là. On attend un avis de la santé publique qui devrait nous donner un rapport. Donc, ça prend ces choses-là avant de pouvoir aller plus loin. Il faut rencontrer tous les intervenants, un après l'autre. Pas seulement les gens qui sont ici, mais ce soit l'Association des pilotes canadiens. Il faut les contacter soit par écrit ou soit par... Donc, il y a un certain nombre d'étapes à faire. Donc, nous, notre ambition, c'est de soumettre ça au ministère des Transports en janvier prochain, de façon à enclencher des négociations là, pour avoir quelque chose pour l'été prochain. Là. Bon. La Ville est propriétaire de l'aéroport. Propriétaire terrien. Mais c'est ça la nuance, parce que certains vont dire, moi, si je suis le propriétaire de ma maison, c'est moi qui décide ce qui se fait dedans. Bon, la Ville est propriétaire de l'aéroport, on parle du sol. Mais dès que l'avion décolle dans les airs, c'est plus vous autres. C'est plus nous autres. C'est Transport Canada. Transport Canada. Bon. Donc, si vous contrôlez ce qui se passe au sol, c'est quoi votre marge de manœuvre comme municipalité pour accepter ou ne pas accepter certains mouvements? Il n'y en a à peu près pas. Tous les mouvements d'aéronefs sont gérés par Transport Canada. Donc, que ce soit avec une tour ou pas de tour, c'est tout le même principe. Donc, si on met des restrictions, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir certaines restrictions pour avoir du répit. Alors, pour faire ça, il faut absolument passer par Transport Canada. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Nous, tout ce qui est trafic aérien, ce n'est pas du ressort du municipal, ni du provincial d'ailleurs, c'est vraiment du fédéral, donc avec Transport Canada. Bon. La fameuse étude de bruit dont on parle depuis fort longtemps, pourquoi n'a-t-elle pas été rendue publique à ce jour? Parce que je pense qu'il y a plus de 250 pages, donc c'est énorme. Je pense, si je me souviens bien, 100 quelques tableaux, si ce n'est pas plus. Donc, ça a besoin d'explications. Donc, nous, on avait des questions avec la firme, à savoir le langage qui est utilisé, certaines choses. Avant de parler au public puis de lui donner une affaire de 300 pages, je pense qu'il faut avoir un résumé qui soit assez concis puis sérieux, qui dise la vérité aussi. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Je dois avouer que M. Boucher et M. Duprat de l'Association Vigilance Aéroport ont fait un travail de moine. Ils ont vraiment décortiqué tous les graphiques, etc. Et bon, il aimerait que dans le sommaire exécutif, il y ait certaines choses qui apparaissent un peu plus que ce qu'il est aujourd'hui. Donc, on négocie avec eux là, dans les prochains jours. Bon, dans le cas de la santé publique, parce qu'il y a aussi un enjeu de santé publique à l'égard du bruit et de la nuisance, encore là, la santé publique avait déjà émis certaines réserves, mais encore là, vous attendez quoi, un rapport final? Un rapport, oui, final. Nous, on a eu une présentation au comité, mais encore là, assez exhaustif, donc avec un paquet de graphiques qui, je pense qu'au niveau du public, ça va être assez indigeste. Donc, on va avoir quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que le docteur nous dit, là, la responsable.
je ne vais pas présenter ça au public, c'est trop, il faut que je résume. Donc, il va y avoir un rapport officiel qui va être remis d'ici janvier et aussi une présentation. Notre intention, c'est avant d'aller plus loin, c'est vraiment de présenter nos constats, etc., en janvier, de le présenter au public, de faire vraiment une consultation et de dire une séance d'information. Une fois qu'on communique les constats, est-ce que le comité y va aussi sur certaines recommandations ou, bref, sur certaines demandes à adresser à Transport Canada? Absolument, c'est ce qu'on va faire là, avec... on est dans l'entonnoir. Oui, on est dans l'entonnoir. Mais comme je vous dis, du côté de Transport Canada, il y a vraiment des étapes, une après l'autre, à franchir. L'étude de bruit, c'en était une. Santé, c'en était un autre. On doit contacter, écoutez, là, je pense qu'il y a 12 ou 13 choses à faire avant. Là, fait que, ça nous met là, un peu short là, pour faire ça d'ici à la fin de l'année. Qu'en est-il de la situation budgétaire de l'aéroport? Parce que ça aussi, il y a eu des demandes en ce sens pour savoir quels sont les revenus, quelles sont les dépenses. On n'avait pas l'impression qu'on avait toute l'information. Là, l'information, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'elle est publique? C'est toujours le cas. C'est-à-dire que c'est difficile de séparer entre ce que, par exemple, un col bleu fait et il a-tu passé 1 heure ou il a passé 5 heures à l'aéroport? Donc, c'est un peu ça qui est difficile à démêler. Par exemple, si on change les lumières, les feux pour l'atterrissage, c'est nos cols bleus qui le font, mais on n'a pas vraiment de statistiques sur ça. Donc, moi, ce que je préconise, puis ce que je veux qu'on fasse, puis ça fait plusieurs réunions du conseil que j'en parle, je veux avoir un conseil d'administration qui va gérer ces choses-là, où on va avoir un budget, où on va savoir combien on a dépensé, combien on fait d'argent si on en fait, et puis aussi pour voir l'avenir de ce qu'on fait avec l'aéroport. Mais en ce moment, qui gère l'aéroport? Quel département, quel fonctionnaire gère l'aéroport? Présentement, on a engagé M. Larivière, que vous connaissez, qu'on a engagé à temps partiel. C'est lui qui gère les opérations de l'aéroport. C'est lui qui le gère avec 2 personnes qu'on a entraînées un peu qui travaillent au transport. Mais votre souhait ultime, parce que pour vous avoir entendu à quelques occasions conseil, vous souhaitez un jour que la Ville s'embauche un vrai directeur général, quelqu'un qui connaît ça, qui connaît le monde des aéroports. Oui, qui connaît le monde de l'aviation en général aussi, là, qui sait nous guider, où aller, comment faire, etc. Nous, on n'a aucune connaissance, on apprend sur le tas. Là. Mais est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions? Parce que certains vont dire que l'aéroport est déficitaire, donc est-ce qu'on a le moyen de se payer un directeur général à 100 quelques mille dollars par année pour opérer Si je regarde ce qu'on dépense aujourd'hui avec Mme Latour, qui travaille presque pas à temps plein, mais qui travaille beaucoup là-dessus, qui a des heures aussi. M. Larivière, qu'on paye pas à 2 piastres de l'heure, on est capable de se payer un directeur général. On a fait les prix et de toute façon, c'est déjà dans notre budget. On l'avait déjà prévu au budget, donc il n'y a pas un problème. Si le dossier avance, il n'en reste pas moins que pour le citoyen qui vient de terminer l'été dernier, pas eu de temps de changement que ça. Il n'y a pas eu tant de changement que ça. Dépendamment d'où on est aussi, là, ce qu'on voit de plus... Bien, ce qu'on a eu plus cette année, c'est des plaintes du milieu rural. Puis même du secteur de Saint-Blaise. Saint-Blaise, absolument, qu'on n'avait pas eu dans les années passées. Là, donc, c'est important. Il ne faut pas déplacer le problème d'un bout à l'autre. Il faut quand même... Mais cet été, disons, les planeurs mis à part quelques accommodements, je veux dire, les planeurs ont été là quand même, ont occupé le terrain. Ce qu'on avait pris, les engagements qu'on avait pris avec l'école de vol à voile, ils les ont respectés. Donc, on avait demandé de ne pas avoir de vol le vendredi après 5 heures, ils ont respecté. Le samedi, certaines heures, de commencer plus tard. On aime ça de sortir un petit peu le samedi, puis de terminer plus tôt. Ils n'ont pas volé les dimanches. Donc, ils ont respecté ce qu'on leur avait demandé. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire un petit peu plus aussi? On va essayer de voir avec eux. Et la problématique des hélicoptères ou des écoles de pilotage d'hélicoptères où on vient faire un peu du stop and go. Là. Ça, ce qu'on a fait, on a présentement dans le livre des pilotes, il y a présentement des routes qui sont vraiment dédiées pour les hélicoptères. Ils doivent passer ces routes-là. Ils n'ont pas tous suivi la règle. C'est depuis le mois d'avril que c'est maintenant dans le livre. Là. Mais bon, au fur et à mesure, on va les éduquer. Là. À dire, la tour de contrôle dit non, la route, c'est pas par là, c'est par l'autre côté, puis tu as vraiment une façon de fonctionner. Mme Marcoux me disait justement qu'en fin de semaine, il y avait un événement à l'église à l'Acadie, et puis par plein discours, il y a un hélicoptère qui est passé, puis il ne pouvait pas s'entendre. Donc, il faut quand même voir ça. Là. Donc, mis à part les enjeux de bruit à l'aéroport, dans le secteur Saint-Edmond-Saint-Lucien, quels sont les autres principaux enjeux là, à terminer d'ici la fin du mandat? Bien, d'ici la fin du mandat, il y a toujours nos égouts. Donc, séparer les égouts pluviaux et sur la rue de la Fontaine. Donc, ça devrait être fait l'année prochaine. Pas en 2020, mais en 2021. On a eu des problèmes là, de
toutes sortes de problèmes. Là. Entre autres, on a dû exproprier certaines parties de terrain pour pouvoir passer la tuyauterie. Ah oui. Donc, ça a pris plus de temps qu'on vous pensait. Mais c'est prévu pour 2021, c'est au PTI. Fait que moi, j'espère beaucoup que ça va se passer là. Autrement, cette année, j'ai pas eu trop de plaintes au niveau du stationnement, au niveau du cégep. C'est sûr que le nombre d'étudiants a diminué un petit peu. Le transport en commun semble fonctionner beaucoup. Moi, je passe là quasiment tous les jours devant le cégep et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent le transport en commun. J'en suis très, très heureux. Puis je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là. On a un autobus qui vient de Chambly aussi, qui fait le transport, donc ça l'aide aussi. Mais autrement, j'ai pas eu... Bon, on a eu les nids de poules, comme tous les secteurs de la ville. Ça a été quand même une année assez difficile à ce niveau-là. Là. Je pense qu'avec l'hiver qu'on a eu, ça a été un printemps très, très achalandé au niveau des nids de poules, etc. Bon, là, vous embarquez un peu dans la ronde d'études du budget. Là, vous embarquez là-dedans dans les prochaines semaines. Pour vous, c'est quoi le principal enjeu de la prochaine année fiscale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? Là, c'est nos conventions collectives. Hein? Donc, là, les blancs, c'est réglé? Ça devrait être réglé ce soir, espérons-le, pour avoir de surprises. Il va rester l'école bleue. Les pompiers, les policiers, c'est déjà réglé. Donc, ça devrait aller assez bien. Ça, c'est un des enjeux. C'est surtout aussi, c'est sûr que, bon, la Ville prend l'expansion, il y a plein de choses qu'on voudrait faire. C'est l'embauche de personnel, la rétention de personnel aussi, ça va commencer. Le plein emploi, ça touche les villes aussi. Ça touche, oui, puis c'est assez spécialisé, c'est assez particulier. Puis je vous dirais que des municipalités qui s'en donnent à cœur joie, qui donnent des salaires assez, très, très avantageux. Donc, il faut revoir la stratégie. Il faut revoir notre stratégie. Je pense que ça va être un enjeu. Ça va être un enjeu pour la prochaine année. En terminant, dernière question, un peu comme j'ai posé à vos autres collègues. 2 ans après, parce que là, on est à la mi-mandat. Le début du mandat a été difficile, disons, au niveau de l'ambiance, avec certains conflits avec le maire et son équipe et tout ça. Là, en date d'aujourd'hui, pour vous, l'ambiance au conseil, vous la décrivez comment? Je vous dirais que depuis les 2 derniers mois, c'est quand même beaucoup plus calme. Déjà là, ça nous aide beaucoup. Il y a moins d'affrontements, ça c'est clair. Il va toujours y en avoir parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne s'entend pas avec le maire, là, ça c'est clair. Mais je pense que là, on a un modus operandi qui est peut-être un peu plus décent, on va dire ça comme ça. Là. Juste avoir les 2 derniers ou les 3 derniers conseils de ville, il n'y a pas eu d'éclat particulier. Là. Fait que ça, je trouvais que ça nous aide beaucoup là, dans l'ambiance en tant que telle. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du mandat. François Auger, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reçoit les 2 grandes gagnantes du Startup 54 Chrono qui se tenait au Cégep en fin de semaine. Elles représentent l'entreprise La Brigade éducative. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de vraies courses. Oui, de drift avec le vice-champion canadien Tommy Lemaire et en deuxième partie, l'informateur joannais William Julien. Une belle Macédoine. Ah oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Depuis quelques années déjà, l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu a mis sur pied une compétition fort intéressante qu'on appelle Startup 54 Chrono. Donc, pendant une fin de semaine, on a 54 heures pour bâtir une entreprise, un plan d'affaires, avec l'aide évidemment de mentors et de gens qui nous accompagnent dans tout ça pour ultimement présenter ça devant un jury et évidemment souhaiter remporter la compétition et en tirer évidemment et remporter les prix qui viennent avec. Et bien là, en fin de semaine dernière, c'était la plus récente édition de Startup 54 Chrono et les 2 dames qui ont remporté cette compétition ont mis sur pied une entreprise qui s'appelle la Brigade éducative. Je vous présente à l'instant Marie-Pierre Plante. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Joanie Gagnon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et à vous 2, évidemment, félicitations. Merci. Bon. C'est quoi l'histoire de la Brigade éducative?
Dans le fond, la brigade éducative, c'est né d'un désir commun de toutes les deux dans le cadre de notre travail, parce qu'à prime abord, on est collègues, on était collègues. Puis, on avait les deux le même intérêt pour le soutien des enfants précis, trouver les petits défis, quel outil on peut mettre pour tel enfant. Puis aussi, ce qui nous a marqué au courant des dernières années, c'est les parents qui étaient vraiment démunis face au quotidien, aux petites crises, aux petits trucs des enfants. Fait qu'on s'est dit, c'est notre mission. On va aller chercher des outils pour aider ce beau petit monde-là. Vous travaillez dans quel domaine? On travaille en petite enfance. On est aussi diplômés. Moi, je suis diplômée en éducation spécialisée, en graphisme, et je suis illustratrice amateur. Donc, tout ça ensemble avec le parcours de Marie-Pierre aussi. Toi, tu es diplômée? En soutien pédagogique, dans le fond, de l'université. Donc, c'est mon créneau là, de monter des outils éducatifs. Donc, vous travaillez ensemble. Vous identifiez, comme on dit dans le monde des affaires, il faut identifier un problème. C'est-à-dire, c'est pas pour créer un produit ou un service, encore faut-il identifier quelque chose qu'on veut corriger. Donc, votre expérience vous amène à trouver que, je ne sais pas, je prends l'exemple typique du matin où les parents vont mener les enfants au CPE, puis que là, bien là, les enfants, ils ne veulent pas partir parce que là, ils veulent rester dans les bras de papa ou de maman. Puis là, on a oublié une mitaine, puis là, c'est la crise, c'est épouvantable. C'est la fin du monde. Donc, vous avez été témoin de ces situations-là, puis ça vous a amené à faire du pouce là-dessus. Oui. À vrai dire, on est dans une tendance au niveau de l'éducation qu'on appelle, dans le fond, l'éducation bienveillante, l'éducation positive, où on essaie d'inclure l'enfant dans l'intervention. Donc, plutôt que punir, on essaie d'amener ça à travers le jeu, on essaie de le conscientiser. Donc, c'est pour ça qu'on en a fait la mission de la brigade, d'utiliser la plus grande force chez l'enfant, qui est l'imaginaire. Mais la brigade, en tant que telle, existe depuis quelques semaines, quelques mois? Quelques mois. Dans le fond, la première rencontre a eu lieu fin avril, mais on était encore employés. On n'avait pas... Ça a commencé à mijoter. Pendant l'été, on a été plus sérieuse là-dedans. Puis en septembre, on avait déjà des places, des garderies, dans le fond, qui voulaient utiliser notre matériel. Donc, ça a vraiment commencé à ce moment-là. Bon. On identifie quelque chose qu'on veut régler. Là, après ça, comment ça fonctionne? Comment les produits sont-ils arrivés les uns après les autres? Comment vous les avez créés? Bien, après ma barre, on est toutes les deux très créatives, très artistes. J'ai moi-même là, une petite entreprise en artisanat. Je fabrique beaucoup de mes mains, Joanie aussi. Donc, on a utilisé cette force-là pour pouvoir fabriquer nous-mêmes nos petites choses. On voulait y aller dans la simplicité après ma barre parce que c'est pour les enfants. Donc, les pierres sont arrivées en premier parce que c'est quelque chose qu'on utilise. C'était pas ces pierres-là, mais dans le quotidien, dans notre milieu de travail, on utilisait des petits objets pour réconforter, donner du courage aux enfants et tout ça. Puis après ça, Mona est arrivée avec ses bruits. On est allé pour toucher le sensoriel, l'odorat. Puis c'est nos petites mains qui se sont mis à faire tout ça. Bon. C'est quoi les produits en tant que tels? Si vous pouvez peut-être en prendre un, on va le montrer à la caméra. Bon, tout d'abord, ça, c'est le sac avec les pierres, hein, oui, c'est ça? ça? La bourse de Polo l'Explorateur. Donc, on a... Polo, c'est lui? Oui. OK. Et Polo l'Explorateur, lui, il a des pierres, il a un sac avec des pierres, c'est ça? Donc, lui, c'est le représentant de nos pierres. Je vais le déposer, puis je vais vous montrer. Et les pierres, ils viennent faire quoi? Je prends l'exemple, encore une fois, de l'enfant qu'on va mener à la garderie le matin puis qui veut pas, qui fait une crise. Qu'est-ce qu'on fait avec les pierres? OK. J'aimerais dire, il y a beaucoup d'outils qui existent pour le parent. Des tableaux d'organisation, des tableaux de motivation. Une petite étoile, une étampe. Exactement. Puis on ne dénigre pas ces produits-là, mais ça a beaucoup le parent en tête. Il faut penser qu'avec la brigade éducative, c'est l'enfant qui est en premier, le responsable, mais le parent est très important dans le soutien puis dans l'application de ça. Donc, les pierres. On peut avoir... en fait, on a présentement 9 pierres. Chaque pierre a sa mission. Oui, tout à fait. Donc, si on prend la pierre numéro 1, c'est la pierre de courage. Cette pierre-là a une façon d'être utilisée. Est-ce que tu l'as? On la donne quand, la pierre de courage? Tout d'abord, il faut, quand l'enfant va bien, quand on introduit, c'est toujours les outils quand l'enfant va bien, quand le climat est bon. Pas juste quand ça va mal. Non. L'introduire, c'est important de le faire quand ça va bien, parce que si on le fait quand ça va mal, il y a des chances que la pierre... elle ne reste pas dans la main de l'enfant. Mais dans le fond, c'est amené avec une histoire. Quand quand on achète, dans le fond, à prime abord, le produit, ça vient avec une petite histoire de Polo qui explique que Polo, c'est un grand explorateur. Il a voyagé partout dans le monde, il a escaladé les plus hauts sommets, il est allé dans le fond de l'océan. Chaque pierre, il l'a récoltée à quelque part dans le monde. Donc, pour l'enfant,
il y a un contexte d'histoire à travers ça. Dans le fond, le parent, son seul rôle dans tout ça, c'est de jouer le jeu, tout simplement. Mais comme si on retourne au contexte de l'enfant qui ne veut pas quitter ses parents à la garderie, tout ça, on a par exemple la pierre Douce Connexion, qui est celle-là ici, que dans l'histoire, c'est une pierre qui capture les bisous, qui capture les câlins du parent. Donc, le parent, il dépose ses câlins, il dépose ses bisous. Donc, l'enfant, au courant de la journée, s'il s'ennuie... Il sait que les bisous de ses parents... Exactement, il avec peut sa venir pierre. en chercher. C'est ça, exactement. C'est vraiment un côté symbolique, un côté magique. C'est un outil pour les parents ou c'est aussi un outil pour les éducatrices en garderie, en CPE? Vraiment, on s'adresse autant aux intervenants qui travaillent auprès des enfants qu'auprès des familles. On dit souvent le parent parce que le parent est celui qui est le plus présent auprès de l'enfant, mais on pense aussi aux grands-parents ou aux marraines présentes, aux parrains. C'est des gens qui peuvent intervenir avec les outils facilement. Donc là, vous avez les pierres avec Polo l'explorateur, Oui. mais là, vous avez aussi sur la table des petits vaporisateurs, des petits Exactement. push-push, là. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'histoire qui est derrière le vaporisateur? L'histoire qui est derrière les bruines, c'est Mona la moufette. On ne l'a pas encore... elle est là sur les reste à dessins. concevoir tout ça. Mona la moufette, c'est ça? Exactement, OK. Mona la moufette. Mais elle existe et tout. Elle là. existe, Elle c'est existe, ça, mais mais c'est ça. c'est pas Elle en existe sur peluche papier. encore. Dans ouais, le c'est fond, ça. Mona la moufette, c'est... elle a un jardin, elle a plein d'aliments et tout ça. Elle fabrique des bruines magiques, des petites potions magiques, dans le fond. Ouais. Puis les bruines, c'est vraiment un outil qui fonctionne bien au moment présent. Souvent, les pierres, c'est « OK, je la mets dans ma poche, quand j'en ai besoin, je l'utilise. La pierre de persévérance, je la vois. » Ça, c'est vraiment pour dédramatiser le moment présent. Comme par exemple, il y a un milieu de garde présentement qui utilise nos produits, puis le pense-fraise est vraiment utile à l'arrivée des enfants. L'enfant là, qui fait une crise quand maman, papa en part, le pense-fraise, c'est un pansement magique. Donc, on met un petit pansement sur le cœur, ça sent bon. L'enfant vient associer l'odeur avec le produit, donc c'est instantané. Bon. Comment avez-vous vécu votre fin de semaine? Parce que là, le Startup 54 chrono, c'est chrono, là. Ouais. Ça commence le vendredi, ça finit le dimanche. Vous avez comme un petit rush, là, pendant 2 jours et demi, 3 jours, où là, vous devez bâtir votre plan d'affaires parce que là, vous avez une idée, vous avez des produits. Vous êtes évidemment des spécialistes dans votre domaine, mais quand on se lance dans le monde des affaires, il y a toutes sortes de trucs auxquels il faut faire un peu d'apprentissage. Comment vous avez vécu l'expérience en fin de semaine? Intense! C'était vraiment, là, c'est un coup de cœur d'événement. Nous, en plus, on l'a appris, on le connaissait pas, le start-up. Dans le fond, on l'a su il y a 2 semaines en attendant la radio, une publicité. Puis finalement, on a fait « Wow, le mentorat, c'est ce qui nous manque. » On a, comme vous dites, tout le côté, tu sais, on connaît, l'idée est là, notre mission, on connaît tout ça. Mais l'entrepreneuriat, on n'avait même pas de plan d'affaires. On était rendu là, on avait besoin de coaching là-dedans. Donc, ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ou le plus interpellant en fin de semaine? Je crois que c'était de cibler les mots qu'on allait utiliser pour présenter le produit. Bien, pour moi, je ne sais pas si... Dans le fond, de bien doser. Je pense que notre défi principal était de bien doser la passion avec les faits. Mettre des chiffres. On est habitué de facilement... nous, d'emblée, ce qu'on avait tendance à faire, c'est d'expliquer ce que chaque pierre fait, ce que chaque bruine fait. Mais là, le but comment ça était coûte? pas... T'en fais combien? Es-tu capable d'en Exactement, faire? c'est ça. Donc, ça a été... T'as-tu appelé ton comptable? As-tu parlé à ton avocat? Non, mais c'est ça, là, c'est comme... Oui. Ouais. Puis même qu'à un moment donné, on a totalement basculé dans les chiffres, les faits. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a un mentor qui est venu nous voir, puis sa réaction a été comme « Oui, mais pourquoi vous faites ça? » Puis là, on était comme, mais on veut devenir entrepreneur. On est entrepreneur, on veut que ça aille loin. On pense à tout ce qui peut être possible avec notre idée. Puis là, il nous a ramené comme, oui, mais parlez-nous aussi de pourquoi vous le faites. Puis vraiment, je pense que ça, on a pu on a trouvé une belle trouver équilibre. l'équilibre, oui. Oui, mais au début, le gros tableau où il y avait toutes les sections, tous les mentors rentraient puis riaient, là, toute la section qui parlait de nos produits, le problème, tout était là, mais tout le reste qui touchait, là, le profit, la mise en marché était vide. Là, puis, le fait de remporter la compétition, c'est que vous remportez des beaux prix aussi. Là, Oh oui. Oui. là qu'est-ce que vous avez remporté en gros, là? On a remporté, dans le fond, l'équivalent de 26 000 en services, en soutien, en marketing. En formation. En formation. Dans le fond,
exactement ce qu'on s'en allait chercher au start-up, dans le fond. Là. Ouais. Donc, Fait que là, vous avez monté ça, dans le fond, en accéléré en fin de semaine. Là, vous vous ramassez, comme vous le dites, avec plus de 25 000 en prix en services, web, conseils, etc., ce qui va vous aider, dans le fond, à fignoler votre affaire. Là, c'est quoi la prochaine étape maintenant, là, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est quoi, là, qu'est-ce qui s'en vient? À vrai dire, on avait déjà, avant le start-up, un peu fait le court terme, moyen terme, long terme. Puis, au court terme, on le savait que c'était marketing, c'était une belle visibilité, parce que tous les gens qui connaissent la brigade tombent en amour avec la brigade, mais en utilisant le petit réseau qu'on avait, on était bloqués là. Donc, on savait qu'il fallait chercher plus de clients. Puis, fait que ça, c'était notre court terme. C'est suite au start-up, c'est plus un court terme, c'est un maintenant. Donc là, on embarque là-dedans, là. Puis, pour qu'éventuellement, on puisse aller dans le fond, parce que présentement, on fait tout nous-mêmes, là. Donc, si on veut grandir tout ça, c'est commencer à trouver des partenaires de production. Donc, pour que tout s'enclenche, c'est de se faire connaître. Et est-ce que je me trompe en disant que l'événement d'en fin de semaine aura été, comme on dit en franglais, un game changer dans l'histoire de votre entreprise? Vraiment un fait marquant? Tout à fait. La visibilité, mais aussi la crédibilité peut-être que ça l'a apporté, mais aussi pour nous de mieux savoir justement c'était quoi l'étape suivante. Donc oui, ça change totalement. Alors qu'on allait à des petits spots tortues, là, vraiment, ça nous permet de... Ah oui, bien, puis la confiance. Oui. Nous, là, on est nos premières fans, là. Nos familles sont nos tout le monde. Mais de voir que des gens qui sont en affaires, qui ont une crédibilité dans le domaine des affaires, dans l'entrepreneuriat, croient en notre projet, ça n'a pas de prix, là. À vous deux, merci. Félicitations encore une fois. Merci. Et bonne chance et longue vie à ce petit bébé là, qui est la brigade. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Fondation La Berceuse a effectué un don pour l'hôpital du Richelieu important. C'est un berceau réfrigéré. C'est triste, mais c'est quand, évidemment, le poupon décède et qu'on veut préserver la dépouille quelques heures, le temps de faire son deuil. Bref, c'est un cadeau là, qui a été fait à la Fondation Santé ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. À demain. Bye-bye.